Taïwan de tournesol 10 ans après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité. C'est Sasa qui vous retrouve pour poursuivre la série sur la diversité des participants au mouvement des tournesols. C'est une série que j'avais commencée en 2024 pour les 10 ans du mouvement, mais il reste encore tant de personnes intéressantes à interviewer pour faire ressortir des perspectives variées. J'ai donc décidé de poursuivre cette série en 2025. Aujourd'hui, à travers l'interview du chercheur en sciences politiques Liang Jiayu, actuellement post-doctorant à l'Université nationale Sun Yat-sen à Kaohsiung, nous allons aborder une dimension nouvelle, celle du point de vue d'un participant chrétien sur le mouvement des tournesols. En effet, Liang Jiayu a publié un livre en 2017 qui s'intitule « Chuqi Shi He Ye » au commencement était la nuit noire. Dans ce livre, il partage son expérience du mouvement des tournesols à travers une perspective chrétienne. Avant de lui donner la parole, je rappelle brièvement ce qu'est le mouvement des tournesols, au cas où vous n'avez pas encore écouté les précédents épisodes. Le 18 mars 2014 au soir, des étudiants et militants opposés à un accord sur le commerce des services avec la Chine, promu par le président Ma Ying-jeou, se sont introduits dans le yuan législatif et l'ont occupé pendant plus de 3 semaines, rejoints par des dizaines de milliers de Taïwanais qui ont campé dans les rues adjacentes pour faire entendre leurs revendications et débattre des questions de démocratie, de libre-échange et de relations entre les deux rives du détroit. Ce mouvement social marque un chapitre important de l'histoire de Taïwan avec de nombreuses répercussions que nous avons explorées au fil de cette série. Mais entrons dans le vif du sujet aujourd'hui. J'ai tout d'abord demandé à Jiayu ce qu'il entendait par une perspective chrétienne sur le mouvement des tournesols qui transparaît dans son livre. Il y a plusieurs dimensions. Pour commencer, lors du mouvement des tournesols, des étudiants se sont introduits dans le yuan législatif le 18 mars au soir et ont commencé à l'occuper. Mais c'est surtout le lendemain, le 19, que de nombreuses personnes ont commencé à affluer. Dès ce jour-là, des chrétiens taïwanais ont participé. Il y avait d'ailleurs une église pas loin du yuan législatif qui a ouvert ses portes pour que les gens puissent venir se reposer, se confier aux prêtres s'ils le souhaitaient, et bien sûr, il y avait aussi là des distributions d'eau et de nourriture. Par exemple, des étudiants de l'Institut théologique de Yushan sont très vite venus à Taipei pour prendre part au mouvement. Jiayu était sur place le 18 mars 2014 au soir car un ami lui avait demandé de venir prendre des photos. Il documentait à l'époque les mouvements sociaux. À ce moment-là, il s'est introduit à l'intérieur du Parlement avec les autres. Les policiers n'ont pas réussi à empêcher ces quelques 200 ou 300 personnes qui ont lancé l'assaut car ils ont été pris par surprise. Ils n'avaient pas imaginé qu'un tel incident pourrait se produire. Après tout, l'accord sur le commerce des services avec la Chine n'avait pas mobilisé tant de manifestants que ça. Le lendemain, Jiayu, n'ayant plus de batterie et la carte mémoire de son appareil photo étant pleine, il a décidé de sortir puis de suivre le mouvement depuis l'extérieur du Parlement. Pour revenir à la participation des églises, j'ai demandé à Jiayu des précisions sur comment l'église qui se situait à côté du yuan législatif, l'église presbytérienne d'Inan et les autres avaient participé au mouvement. Les églises soutenaient le mouvement. Mais ouvrir leurs portes à tous avait aussi une autre signification face à la violence policière qui s'est produite dans la nuit entre le 23 et le 24 mars 2014. Il y a une tradition que vous connaissez bien en France avec la protection des sans-papiers dans les églises par exemple. C'est quelque chose que les églises font souvent et même qu'elles se doivent de faire. Jiayu fait référence à la tentative d'occupation par certains étudiants des bureaux du gouvernement, le yuan exécutif, qui a été sévèrement réprimé, les participants ayant été évacués de force par la police à l'aide notamment de canons à eau. La psychiatre Peng Zhenyu avait apporté un témoignage émouvant de cette soirée dans un précédent épisode. Les églises ont donc ouvert leurs portes pendant le mouvement des tournesols, mais aussi il y a quelques mois, j'ai pu constater en mai dernier que lors des protestations de la société civile contre la tentative de passage en force des députés du KMT de la loi sur la réforme du Parlement, l'église presbytérienne de Jinan, à côté du yuan législatif, avait une nouvelle fois ouvert ses portes pour accueillir et soutenir les manifestants. Toutefois, Jiayu apporte aussi dans son livre d'autres perspectives chrétiennes. On l'écoute. Une autre dimension, c'est le mouvement des tournesols en tant qu'histoire.
Pour faire d'un processus une histoire, on relie les faits ensemble pour leur donner une direction et une signification. C'est lié d'ailleurs. En français, le mot « sens » a deux sens justement, direction et signification. Mais un processus politique est facilement étiqueté par les médias ou dans les conversations. On entend souvent « est-ce que le mouvement était anti-Chine, contre l'accord sur le commerce des services avec la Chine, anti-libre-échange ?» Ou encore « est-ce qu'il a sapé le processus démocratique ?» Chacun lui donne une étiquette. Mais ce n'est pas une histoire. Cela ne contient pas une signification très riche. J'ai voulu écrire ce livre pour essayer de donner un sens à ce mouvement. Pour les chrétiens, la Bible est centrale. Il s'agit d'une histoire dans laquelle les événements sont liés entre eux. Et c'est cette histoire qui permet de mettre en lumière les enseignements du christianisme. Donc, en tant que chrétien, c'était naturel d'écrire sur le mouvement des tournesols en le racontant sous forme d'histoire pour lui donner un sens. Bien sûr, cette histoire reflète mon jugement sur les faits. Mais quand on essaye d'analyser un fait politique ou social, on a tendance à se demander « est-ce que cela a été un succès ou un échec ?» ou « qu'est-ce que cela a changé ?» Qu'est-ce que cela a apporté? On peut en parler, et de nombreuses personnes l'ont fait. On peut dire à la fois que c'est un succès, puisque l'accord sur les services n'a, in fine, pas été appliqué, et un échec, puisque la revendication de créer un mécanisme de supervision des accords interdétroits n'a pas été satisfaite. Moi, ce que je voulais aborder dans ce livre, c'est plutôt le point de vue des participants en tant qu'individus, pour essayer de comprendre le sens profond de ces événements. Alors que Taïwan est une démocratie, que le président Ma Ying-jeou avait été élu, tout comme les députés, pourquoi tous les participants étaient d'accord pour dire que, sur ce sujet-là, malgré le fait que les représentants avaient été élus, nous devions nous y opposer fermement? Quelles étaient les motivations et les sentiments des participants? C'est ce que j'ai essayé d'explorer dans mon livre, en donnant une place au concept d'individu dans cette histoire. Pour Diayu, le mouvement des tournesols était comme un élan de la société taïwanaise qui voulait montrer au monde qu'elle ne voulait pas disparaître en tant que pays démocratique. Bien entendu, c'est impossible de savoir quel sera l'avenir de Taïwan et on ne peut pas exclure qu'un jour Taïwan disparaisse sous sa forme actuelle. Le Christ ne promet pas l'immortalité et à travers son histoire rappelle d'ailleurs que la vie est souvent marquée par la souffrance, précise Diayu. Mais malgré le chemin difficile pour Taïwan, le fait que les Taïwanais se soient levés à ce moment-là aura montré qu'ils ont fait ce qu'ils pensaient être nécessaire pour éviter de disparaître. À Hong Kong, ces dernières années, la situation était encore plus critique, mais les Hongkongais ont quand même trouvé un sens à participer à la résistance, et malgré la situation déplorable des libertés actuellement, le monde se souviendra de leur lutte. Diayu continue de partager avec nous ses réflexions sur comment le mouvement des tournesols l'a marqué. Deuxièmement, ça m'a donné davantage confiance en la société taïwanaise. Avant, je pensais que les Taïwanais étaient plutôt indifférents à la chose commune et ne pensaient qu'à l'argent. Bien sûr, cette mentalité perdure dans la société capitaliste actuelle. Mais ce mouvement a montré que les gens pouvaient aussi prendre à bras-le-corps des sujets d'intérêt général, et ce, en dehors des périodes de campagne électorale. Les gens se sont mis en mouvement pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils avaient la légitimité de demander des changements dans cette société démocratique. Par ailleurs, le mouvement des tournesols a aussi fait réfléchir Diayu sur le sens profond de ce que signifie naître et grandir à Taïwan. Au final, ce que le mouvement des tournesols a fait, il n'y avait que les Taïwanais qui auraient pu le faire. Comme disait le slogan de l'époque « Ziji guojia, ziji jiu », son propre pays, il faut le sauver soi-même. Mais tout en renforçant l'identification à Taïwan, ce mouvement a contribué à lier davantage Taïwan au reste du monde. Par exemple, les étudiants avaient mis en place un groupe de traducteurs pour traduire tous les communiqués en différentes langues. C'est quelque chose qui a beaucoup impressionné Diayu. Et le mouvement des tournesols a été un précédent qui a pu être important aux yeux des Hongkongais dont la révolution des parapluies a commencé 6 mois plus tard. Mais ce qui est intéressant dans ce que m'a dit Diayu, c'est que selon lui, à peu de choses près, le mouvement des tournesols a peut-être failli ne pas avoir lieu. Il suffit parfois de quelques faux pas de politiciens pour provoquer une étincelle ou un effet boule de neige.
À l'époque, la plupart des Taïwanais ne connaissaient pas bien le contenu de cet accord et ses implications. Nous pensions en général que la liberté, l'autonomie, la démocratie ne pouvaient pas disparaître. Dès 2013, il y a eu des manifestations contre ce projet d'accord, mais cela n'avait pas beaucoup attiré l'attention du public. C'était 13 ans après l'entrée en vigueur de la Chine et de Taïwan à l'Organisation mondiale du commerce. Entre-temps, la Chine est montée en puissance sur le plan économique, tandis que Taïwan a connu 2 alternances politiques témoignant de la maturité de la démocratie. Mais les Taïwanais ne se sont pas forcément beaucoup enrichis durant cette période, et beaucoup croyaient que l'économie taïwanaise ne pouvait que s'adosser à celle de la Chine pour croître. Ils ne voyaient pas le problème avec cet accord. Honnêtement, je pense que s'il n'y avait pas eu des entorses majeures à la procédure d'adoption par le yuan législatif, peut-être que cet accord n'aurait pas suscité une telle opposition, et il n'y aurait peut-être pas eu de mouvement des tournesols. Mais la démocratie est une base commune et partagée par les Taïwanais. Sinon, la société est assez divisée. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à me préoccuper du fait que la démocratie et la liberté n'étaient peut-être pas éternelles. Quelques chercheurs avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Cet accord sur les services était le 23e accord économique avec la Chine adopté sous la présidence de Ma Ying-jeou. Tous ces accords accumulés, alors que le différend politique entre les 2 rives n'était pas encore résolu, allaient créer des problèmes, car leur base juridique était floue et les 2 parties ne reconnaissaient pas l'autre. Pour la République populaire de Chine, la République de Chine n'existe pas. Alors, avec qui le gouvernement chinois signe-t-il? Une de ses provinces? Mais pourquoi le gouvernement central signerait de tels accords avec l'une de ses provinces? De même, pour la République de Chine, notre constitution ne reconnaît pas la République populaire de Chine, mais une région continentale. La signature de ces nombreux accords permettrait de parvenir à un résultat de facto, rapprocher les 2 rives. Or, l'impact de ce rapprochement économique sur la démocratie taïwanaise n'était ni discuté ni débattu au sein de la société. Le fait que nous avions déjà signé 22 accords interdétroits sans débattre de cela montrait que le processus démocratique à Taïwan était défaillant. Pourquoi le sujet le plus important n'était-il pas débattu? Les conséquences de ces accords n'étaient pas évaluées et le grand public ne s'y intéressait pas assez. Lors du mouvement des tournesols, je me suis dit « Enfin, il y a des gens qui s'y intéressent et qui pensent qu'il faut agir ensemble à ce sujet. » C'est assez impressionnant qu'en quelques jours, peut-être grâce à la dimension spectaculaire de l'occupation du Parlement, ce sujet ait soudainement commencé à intéresser les Taïwanais. Comme dit Diahu, quand des étudiants décident d'occuper le Parlement, qui est pourtant l'organe censé représenter le peuple, ça attire forcément l'attention et suscite des débats dans la société, comme ce qui s'est passé en 2020 au Capitole américain. Et à ce moment-là, le président Ma Ying-jeou et son gouvernement n'ont pas réussi à convaincre une majorité de Taïwanais du bien fondé de cet accord sur les services. Les arguments des manifestants faisaient davantage écho au sein de la population. Sinon, il n'y aurait pas eu tant de soutien et le mouvement n'aurait pas pu durer aussi longtemps, analyse Diahu. Il pense qu'il y a aussi eu d'autres facteurs qui ont contribué à rendre le mouvement des tournesols possible. Par exemple, le fait qu'il était plus facile de communiquer efficacement sur les réseaux sociaux comparé à aujourd'hui où nous sommes enfermés dans des bulles avec des gens qui partagent les mêmes opinions. De jeunes chercheurs avaient aussi créé, ces années-là, des blogs ou des podcasts de vulgarisation sur des sujets de société. Et il y avait eu de nombreux mouvements sociaux sur divers sujets depuis quelques années, ce qui témoignait d'une accumulation de mécontentement à l'égard du gouvernement de Ma Ying-jeou. En tout cas, le mouvement des tournesols n'est pas parti de rien, il a eu des prémices. J'ai encore abordé de nombreux autres sujets avec Diahu. Je vous invite donc à suivre la suite de son interview la semaine prochaine. En attendant, si vous souhaitez écouter les précédents épisodes de la série, vous retrouverez tous les liens sur la page internet de cette émission. À bientôt!无心啊。